consulter l'enregistrement pour qu'il soit disponible par la suite après l'atelier. Donc, vous allez pouvoir avoir accès l'enregistrement pour revoir certaines portions qui vous semblent intéressantes ou tout simplement pour ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous, ben, ils vont pouvoir le revoir. Ainsi que vous allez présentement, Olivier a donné accès aussi à son diaporama en mode PDF, format PDF. Donc, vous pourrez reconsulter ces documents. Donc, je me présente, Martin Bérubé, conseiller pédagogique au Cégep de la Pocatière, présentement en confinement chez lui à la maison, comme tout le monde. Donc, je suis aussi membre du comité de mise en œuvre de PADIO et j'ai eu le mandat pour ce midi d'animer l'atelier qui porte sur développer les compétences numériques demandées par le marché du travail. Une présentation faite par Olivier Alfieri. Donc, Olivier, je lis ta biographie. Donc, Olivier est assistant d'enseignement et chargé de cours à l'Université d'Ottawa. Il est chargé de cours à l'Université de Hearst et il accompagne des organisations en enseignement et formation à distance via sa compagnie e-Learning Studio, dans le campus Saint-Jean à l'Université de l'Alberta. Il a poursuivi son apprentissage tout au long de la vie en obtenant un second master à distance en ingénierie de la formation à distance avec l'Université de Rennes 1 en 2017 et poursuit sa formation en débutant en 2018 un doctorat avec la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa avec une recherche portant sur les questions des présences et des stratégies pédagogiques en enseignement en ligne. Donc, merci beaucoup, Olivier, de nous faire part de ta présentation. Un grand merci Martin, puis un grand bonjour à tout le monde. Donc la rediffusion du webinaire, elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube du REFAD. Donc si vous allez dans YouTube du REFAD, si vous allez dans YouTube, vous tapez REFAD, vous trouverez la chaîne et probablement que d'ici quelques jours, le temps que ça se mette en place, voire la semaine prochaine, vous trouverez la rediffusion. Merci Nicole. Donc voilà, moi ça me fait un grand plaisir d'être là parmi vous. Ça fait plusieurs années pour ceux qui suivent les ateliers du REFAD que j'apprécie l'exercice et le partage et souvent ça génère d'autres discussions sur les réseaux sociaux après les conférences qui sont toujours très agréables. Et il est vrai que dans le contexte actuel, on a plus que jamais besoin d'échanger, de partager. Puis c'est déjà le cas, on le voit sur les réseaux. Beaucoup d'universités, de collèges mettent à disposition des ressources et des stratégies là pour s'entraider et pour essayer de pouvoir poursuivre, comme l'a très bien dit Martin, la continuité pédagogique. Moi, ma présentation, elle était prévue depuis plusieurs mois. Alors, je l'ai pas changé. Je m'étais dit, tiens, est-ce que je ferai une présentation dans le contexte? Mais je trouve que, j'espère qu'en tout cas que le contenu demeurera pertinent. Je le pense qu'il l'est. Il fait référence à un projet de cours que j'ai mené avec l'université de Hearst totalement en ligne. Donc je me dis que déjà là, on est dans le contexte. Et donc l'université de Hearst, c'est une université qui est dans le nord de l'Ontario. Moi-même, j'habite à Ottawa et j'ai la chance de travailler aussi avec l'université Alberta totalement en ligne. Donc je suis quand même dans un contexte généralement totalement en ligne. Donc j'espère que vous y trouverez des éléments d'intérêt pour le quotidien qui nous occupe tous. Alors... Donc bon voilà, Martin m'a présenté. Donc si jamais, si vous voulez me retrouver, tapez juste mon nom et mon prénom et puis ça me fera plaisir de jaser avec vous. Je vais pas trop rester là-dessus, mais je vais juste faire un clin d'œil. Je sais que nous sommes tous très conscients de tout ça. J'avais trouvé l'image dans un journal de français, donc il faudrait que je remette la source là pour être plus correct là. Mais en tout cas, c'était juste dire un clin d'œil et un grand merci à toutes ces personnes là qui nous permettent de rester en santé et qui soutiennent pas mal notre humanité en ce moment. Alors, on commence. Donc, l'idée de ce cours, donc j'ai commencé avec les étudiants de l'université de Hearst, donc une classe en ligne durant 3 semaines, et je voulais aborder le concept de la culture d'information. Donc, je suppose que ça va pas être quelque chose de tout à fait neuf pour vous. Donc, il y a beaucoup de données sur Internet. On parle souvent de surinformation, d'obésité ou d'info-obésité au niveau de l'information. Là, ce sont des chiffres de 2019 au niveau de Statista, là, qui sont c'est une société privée, mais qui ont l'habitude de faire des résultats statistiques. Donc, on est vraiment comme noyé dans cette information-là. Et Chinard, qui est un professeur bibliothécaire à l'université en France, nous explique que c'est souvent aussi un obstacle, évidemment, à la recherche d'informations. Donc, dans le fait de vouloir donner mon cours, parce que je donne un cours sur les compétences numériques,
au départ, je m'étais dit, un des besoins, si on prend la pyramide de Maslow, c'est de pouvoir se mouvoir dans cette culture de l'information. Puis on parle aussi d'analphabétisme numérique. Alors du coup, je me suis dit, c'est quelque chose vraiment qu'il va falloir intégrer dans mon cours. Ensuite, une deuxième idée pour mettre un petit peu la table. Bon, je développe des apprentissages. Donc là, je vous donne un petit peu les apprentissages que j'avais visés dans le cours à l'université de Hearst avec les étudiants. Donc, je voulais qu'ils découvrent l'importance des compétences numériques et qu'ils prennent conscience qu'elles sont présentes un petit peu dans tous les secteurs de la société. Elles sont présentes dans les hôpitaux, dans le secteur de la santé, sont présentes dans le secteur politique, sont présentes dans le secteur économique, dans le secteur public, dans le secteur privé. Donc, on retrouve dans tous les secteurs finalement de manière plus ou moins prégnante la présence de compétences numériques. Et donc, je trouvais ça important que tout d'abord, il y ait une prise de conscience sur le fait que les compétences numériques soient présentes. Et donc, à la fin du cours, ben, au moins, ils aient découvert cette importance-là. Je voulais qu'ils prennent conscience aussi par effet de ricochet de l'importance de développer ces compétences-là pour développer aussi un avenir professionnel et personnel. Dans l'université de Hearst, il y a vraiment une composante expérientielle qui est très importante. Ils essaient vraiment d'avoir des formats coop et de trouver vraiment des liens. Donc l'université de Hearst, pour la présenter brièvement, donc elle fait beaucoup de cours au bachelier. Euh, je pense qu'il y a quelques maîtrises, mais principalement, c'est quand même des cours au bachelier. Donc, c'est une petite université hein, dans le nord de l'Ontario. Donc, il y a vraiment une volonté de la rendre très, très proche des communautés, très intégrée avec les organismes et les entreprises qu'il y a autour. Donc, il y avait cette volonté-là d'intégrer les compétences numériques dans une perspective professionnelle et évidemment indirectement personnelle. Je voulais aussi qu'à la fin du cours, que les étudiants aient développé des stratégies de recherche d'informations en manipulant les outils numériques. Donc, je voulais qu'il y ait un concept théorique, parce qu'il va y avoir des modèles qui vont apparaître, mais je voulais surtout qu'il y ait aussi une manipulation pratique et qu'on puisse vraiment faire les deux aspects qui sont importants, c'est y réfléchir sur les compétences numériques, mais aussi les mettre en œuvre et directement les pratiquer. À la fin du cours, je voulais qu'ils aient développé une réflexion critique sur les compétences numériques, les enjeux, les opportunités, les menaces. Donc d'avoir quand même ce recul-là sur ces compétences-là, de pas tomber dans l'outil pour l'outil et de ne pas devenir uniquement technocentré. Je voulais qu'ils prennent connaissance aussi d'un cadre de référence existant sur les compétences numériques. Vous allez voir, j'utilise en particulier celui-là qui a été promu par le Québec récemment. Ça tombait bien parce que mon cours se donnait au mois de juin, puis le cadre était sorti au mois d'avril ou de mai en 2019, donc c'était de la chance, mais j'ai été aussi chercher d'autres cadres de compétences. Et je voulais aussi que les étudiants, à la fin du cours, développent une stratégie de visibilité, ce qu'on appelle l'identité numérique. Bon, c'est un terme assez large, mais dans ma perspective de cours, je voulais vraiment qu'il y ait des actions qui soient menées pour développer leur identité numérique, mais dans une perspective vraiment d'emploi à travers les outils que vous voyez en bas de l'écran, LinkedIn, Twitter, Diigo, lecteur de flux RSS et quelques autres outils que je vais vous montrer après. Donc ça vous donne un petit peu la perspective du cours que j'ai mené. Donc c'est un cours de 3 crédits. Donc, qui techniquement dure 12 semaines, sauf qu'à l'université de Hearst, ils ont un modèle qu'on appelle le block scheduling. Donc, c'est-à-dire que c'est un cours à la fois sur 3 semaines à temps plein. Donc, je leur donnais cours en synchrone à distance tous les matins, toutes les matinées du lundi au jeudi, et je leur donnais des exercices en asynchrone en travaux de groupe pour toutes les après-midi. Et le vendredi était une journée pour leur permettre de finaliser les travaux, puisque chaque semaine avait un travail intégré. Donc ça, c'est vraiment une pédagogie qui est très liée à l'approche par bloc. Il n'y a que quelques universités ou collèges qui le font en Amérique du Nord. Une université privée qui s'appelle Quest en Colombie-Britannique, l'université de Hearst. Et non, le cours se donne en français, tout est en français. Et et après, ce sera en Amérique, aux États, là, que vous allez retrouver ce côté approche par bloc ou block scheduling, si jamais ça vous intéresse.
Alors, l'idée par rapport au principe d'évaluation, c'est que je voulais vraiment développer la métacognition, puis je vais vous en parler après. Et donc, je voulais vraiment utiliser le journal de bord réflexif. J'en avais beaucoup entendu parler, j'ai lu des articles universitaires là-dessus, mais j'avais pas souvent vu l'usage d'un journal de bord réflexif. Alors, c'était vraiment quelque chose que je voulais implémenté dans mon cours. Puis j'avais une certaine liberté aussi qui m'était donnée. Alors je m'étais dit c'est l'occasion de lier l'action à la parole et d'essayer vraiment de mettre en place un journal de bord réflexif. Et je vais vous en présenter un exemple après. Je voulais mettre en place de l'évaluation par les pairs. Ça me paraissait comme indispensable. Il y a évidemment la rétroaction du professeur, formative et sommative, et je voulais qu'ils manipulent des outils. Donc ça, c'est là-dessus que je voulais les évaluer de manière formative ou de manière sommative. Dis-moi, Olivier, Oui, dans ta diapositive précédente, on pose la question de savoir est-ce que le cours se donne en anglais? non, non, c'est ça. Donc le cours se donnait uniquement en français, et Dieu préserve les étudiants de mon anglais. Enfin, il n'est pas si mauvais que ça, mais il ne doit pas être très bon non plus. Mais donc l'université de Hearst, c'est une université francophone en Ontario. On parle souvent de l'université francophone de l'Ontario, l'UOF, qui vient d'être née, mais en fait, il existe une université francophone en Ontario, dans le nord uniquement, parce que c'est très loin. Et du coup, il y a que 300 étudiants là à l'université de Hearst, qui est assez petit, mais du coup, qui est une université que j'appelle start-up. C'est qu'on peut vraiment créer des choses assez innovantes, laboratoires, puisque parfois la lourdeur qui est comprenable, hein, de la bureaucratie là peut-être un peu moins grande, et là du coup on peut mettre en œuvre des projets un peu différents. Donc ils se donnent en français si jamais c'était ça. Donc les principes d'évaluation, je vous les ai donnés. Donc au niveau des modèles d'apprentissage inductif que je voulais mettre en œuvre, et je ne vais pas vraiment beaucoup vous les présenter, hein, c'est pas une présentation sur des cadres théoriques, je voulais juste vous dire super, Marie-Josée, peut-être pourrais dire un petit coucou à Marc Bédard, là, qui est le vice-recteur, là, si jamais vous faites un coucou à l'université. Donc là, ce sont les modèles théoriques sur lesquels je me suis vraiment inspiré, puis que j'essaie de mettre du mieux que je peux, avec toute l'humilité que j'essaye d'avoir. Je prétends pas avoir vraiment réussi à tout mettre en place, mais je me suis vraiment mis ça en tête en me disant c'est là-dessus que je veux me baser. Je voulais me baser sur le modèle du Blended Online Learning Design de Michael Power, qui maintenant est un professeur émérite à la retraite de l'Université de Laval, mais qui a beaucoup enseigné à la maîtrise, justement dans une section qui était de technologie éducative. Ce modèle-là qu'il a mis en œuvre depuis plus de, je pense que même 20 ans. Sa thèse de doctorat a été publiée dans les années 2000. Il y a même une version PDF qui est sous format de livre illustré, qui est vraiment intéressante aussi. Et puis après 2000, pendant 14 ans, il a retesté son modèle, puis il l'a peaufiné. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intégré là dans mon ADN, et sur lequel je l'intègre aussi dans ma recherche au doctorat. Au niveau des principes d'évaluation, je me suis beaucoup inspiré de Norm Vaughan, qui est lui un professeur de Calgary, qui appartient à un consortium qui s'appelle le Community of Inquiry, qui a été créé par l'université d'Athabasca, toujours première université totalement en ligne au Canada, là, si certains d'entre vous la connaissent. Et donc lui, là, il a vraiment une approche qu'il appelle l'évaluation en triade, avant, pendant et après la classe virtuelle, avec les autoréflexions, rétroaction par les pairs, pratique d'évaluation de l'enseignement. Donc j'ai vraiment essayé de m'inspirer de ça. J'ai essayé évidemment de m'inspirer du type 3, de la typologie des classes inversées proposée par Marcel Lebrun, parce que souvent quand on parle des classes inversées, on a une vision, je dirais, du type 1, pour ceux qui la connaissent un petit peu. Donc on revisite la distance, on revisite la présence, c'est-à-dire qu'au départ, traditionnellement, puis je vais le faire rapidement là, mais on a le cours en salle de classe, on a les devoirs à la maison. Marcel Lebrun tente de revisiter cette formule-là en disant, tiens, est-ce qu'on peut reprofiter de la distance, c'est-à-dire le temps en dehors de la salle de classe, pour faire autre chose que simplement des devoirs? Et est-ce qu'on peut réinvestir aussi la présence en salle de classe pour faire autre chose que du transmissif, ou en tout cas de transmettre des notions ou d'expliquer des concepts théoriques? Alors, il donne 3 typologies, et dans la typologie numéro 3, qui est une sorte de mélange de la 1 et de la 2, il donne un cycle
qui donne que le premier cycle est en fait on envoie les étudiants en asynchrone faire de la recherche, qu'il appelle investir le dossier. Oui, investir le dossier. Donc, ils font de la recherche, ils font des synthèses par rapport à des questions qui sont faites. Ils reviennent en salle synchrone, ils présentent, il y a une évaluation par les pairs, ils repartent en asynchrone. Et là, ils vont consulter les capsules qui sont produites par les enseignants, qui sont vraiment à ce moment-là l'enseignant qui veut faire son enseignement. Ils reviennent après, et puis de nouveau, là, il y a des travaux de groupe. Donc, il y a toute une mixité là de séquences pédagogiques au niveau des stratégies qui était intéressante dans la topologie numéro 3, là, des classes inversées. Et je me suis inspiré aussi, évidemment, du modèle du Committee of Inquiry qui propose une approche par enquête dans lequel il y a 3 types de présence. La présence sociale, qui est la présence des étudiants, arriver à ce qu'ils fassent du travail informel en asynchrone, mais asynchrone ne veut pas dire être seul devant son ordinateur. Dans cette perspective-là, asynchrone veut dire être en groupe ou être seul aussi, ça peut être individuel ou en groupe, mais ça sous-entend que le professeur n'est pas là. La présence pédagogique, qui est la présence de l'enseignant, qui va essayer de trouver des approches pour stimuler cognitivement les apprenants, pour aller les challenger, qui va évidemment faire ses activités pédagogiques, planifier ses cours et ainsi de suite. Et la présence cognitive, c'est-à-dire on tient compte de la pédagogie cognitive aussi en disant bon, il y a toutes des choses qui se passent uniquement à l'intérieur du cerveau de l'apprenant, puis on doit aller les chercher et créer des conflits cognitifs pour essayer de l'engager au sein de nos apprenants. Donc, grosso modo, je me suis basé un peu sur ces 4 modèles-là. Enfin, en tout cas, j'ai tenté. Donc ici la présentation, donc il y a trois parties. Donc le concept de compétences numériques et de veille documentaire en ligne, le concept d'identité numérique en lien avec les pratiques informationnelles et le projet intégrateur que j'ai mis dans mon cours. Donc vous allez avoir 3 parties dans la présentation que je vous propose, qui finalement est mon cours là que j'ai donné et que je vais redonner au mois de juin cette année. Donc concept de compétences numériques et veille informationnelle en ligne. Donc là, l'idée, si vous voulez, c'est que pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je suppose qu'on a quand même une clientèle qui est canadienne, mais en partie québécoise, évidemment, il y a quand même ce super travail qui a été fait au Québec récemment pour définir les compétences numériques. Donc, je me suis vraiment basé sur ce cadre de référence-là pour essayer d'amener les étudiants à prendre conscience de toutes les facettes que comprend finalement ce qu'on appelle les compétences numériques. Mais moi, je me suis basé vraiment fort sur la culture informationnelle, la collaboration, la communication, et évidemment aussi la résolution de problèmes et la pensée critique qui vont être liées. La citoyenneté éthique peut-être un peu moins, le développement de la personne, bon, indirectement. Donc j'ai quand même essayé de toucher de manière large, mais disons qu'il y a certaines facettes là qui ont été davantage implémentées dans mon cours, mais qui nous donnent quand même une belle idée. Et puis le PDF est vraiment très intéressant. Et puis il y a aussi des vidéos de Thierry Carcenti là qui expliquent cela, qui est intéressant. Donc par rapport à ce cadre-là, moi je posais des questions. Donc c'est toujours des approches par question dans le cours qui sont liées un petit peu à ça. Donc, quelles seraient les raisons principales pour lesquelles on vous propose un cours sur les compétences numériques? Parce que je me dis finalement, bon, ils choisissent un cours, ils savent pas trop. Pour certains, ils le prennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour d'autres, ils le prennent parce que bon, le titre semble les intéresser, mais bon, pas plus, ça ne pas trop plus que ça. Donc, je trouvais ça intéressant de les questionner sur, pour eux, à quoi ça servirait de suivre ce cours-là. Ensuite, je les ai questionnés sur qu'est-ce qui différencie une compétence d'une compétence numérique. On a travaillé aussi sur les questions donc des secteurs dans la société, à leur avis. Donc c'était toujours de manière inductive. Soit il y avait de la recherche avant, ou soit c'était sous forme d'atelier pendant la classe virtuelle. Et pour vous donner une idée, les classes virtuelles durent 3 heures, puis je me donne un maximum à moi de 40 minutes de temps de parole, donc je me minute. Et alors du coup, le restant, ça doit être que des activités. Donc j'essaye vraiment de ne pas dépasser 40 minutes d'expression orale de la part de l'enseignant. Donc là, je les fais émerger de manière inductive les secteurs, puis où ça se trouve. Et alors, j'essaye de voir un petit peu avec eux quels sont les 5 plus grands avantages, les 5 plus grands inconvénients qui sont liés aux compétences numériques dans les différents secteurs. Donc, je donnais un secteur à chacun, puis je leur demandais de réfléchir, puis ils revenaient en grand groupe. Et puis à ce moment-là, ils présentaient pour eux c'était quoi. Puis les autres groupes rétroagissaient par rapport aux présentations. Donc, ça a toujours été un mouvement qu'on retrouve en partie aussi dans la pensée créative, qu'on appelle plus communément le design thinking. Donc, c'est divergent
divergence, convergence. Donc au départ, on les sépare, ils divergent entre eux, ils préparent, puis après on les ramène en grand groupe et on converge et on essaie à ce moment-là d'échanger, de rétroagir en grand groupe. Donc ça, c'était pas mal l'approche qui a guidé mon cours, puis certaines questions pour la première partie. Un deuxième outil que j'ai utilisé, que je trouve magnifique et que j'ai utilisé dans mon cours à l'Université d'Ottawa, c'est un cours à la maîtrise que je donne sur les modèles médiatisés d'enseignement. Donc c'est un cours qui se veut un peu plus théorique et c'est de mesurer nos compétences en recherche informationnelle. Donc le ministère de l'Éducation en France a créé un outil qui s'appelle PIX qui est gratuit. Donc je vous invite tous, si vous avez un petit peu le temps après, de faire juste le questionnaire 1. Ça va vous prendre peut-être 1 heure. Et ça va vous donner votre niveau de recherche au niveau de vos compétences de recherche informationnelle. Et puis vous allez voir que ils envisagent la recherche d'informations de manière assez large. Et ça travaille beaucoup aussi évidemment sur tous ces concepts d'information, de qualité de l'information, de validation de l'information que je vais traiter après dans les modèles de veille informationnelle. Donc c'est une auto-évaluation des compétences numériques que je voulais qu'il fasse. Je voulais qu'il fasse la première semaine, qu'il crée un journal de bord réflexif à l'ère de Google Sheets. Je vais vous donner un lien après pour le modèle que moi j'avais créé. Je leur demandais de visionner des webinaires sur les compétences numériques et de produire une réflexion critique individuelle, puis une réflexion en groupe, comme le propose le modèle BOLD. Et pour chaque jour de cours, je leur demandais de produire une réflexion personnelle sur la journée. Alors, qu'est-ce que je savais, ce que j'ai appris, ce que je souhaite savoir? Ça vient de pédagogie du secondaire, parce qu'anciennement, j'étais professeur au secondaire en Belgique, et puis après, j'ai été fait de l'andragogie pendant 3 ans, toujours en Belgique, puis après, je suis arrivé au Canada, où j'ai travaillé dans une maison d'édition pendant 7 ans pour produire des cours en ligne pour le ministère de l'Éducation francophone de l'Ontario, où on a vraiment retravaillé toute la conception pédagogique des cours en ligne. Et puis, alors, je suis parti au doctorat, je vous dis ça, parce que le SAV, ça vient vraiment d'une approche secondaire. Alors, ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui me questionne, qu'est-ce qui m'inquiète, qu'est-ce qui va pas là aujourd'hui, et à quoi ça me fait penser? Qu'est-ce que cela me suggère? Donc, il n'y a pas vraiment c'était pas compliqué de décrire ça, c'était juste très socio-affectif, très émotionnel. Et donc, pour chaque journée de cours, donc j'ai eu 4 journées par semaine, donc j'ai eu 16 réflexions de 300 mots dans le journal de bord, qui me permettaient très vite d'identifier une inquiétude, un inconfort, un blocage, et de faire des interventions individuelles en disant, OK, là, je vois dans ta réflexion qu'il y a un souci, là, type de réflexion, je comprends rien, ça va pas du tout, je me sens vraiment mal à l'aise avec ça, c'est trop compliqué pour moi. Moi, ça me permet de voir, de me réajuster et aussi d'ajuster mon niveau d'exigence et de faire des interventions différenciées. Donc le journal de bord, c'est comme ça que je le voyais. Il était évalué, mais pas tant sur le fond, plus que sur le respect des consignes. Donc je voulais qu'il traite de ces questions-là, mais évidemment pour moi il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ensuite, je voulais qu'il me fasse des captures d'écran sur les exercices de la semaine. Donc là, on est sur la première semaine pour que je puisse voir simplement qu'ils l'ont fait. Comme vous voyez ici en bas de l'écran, si je prends si je fais ça, hop, je vais prendre ceci. Donc, non, je voulais prendre le spotlight. Voilà. Donc ici, vous voyez en bas de l'écran, vous avez une petite copie d'écran elle est un peu petite là, mais si vous grandissez le PDF, vous allez voir le profil. Là, c'est mon profil à moi et mon niveau. Donc, je fais l'exercice aussi. Je leur montre que je fais l'exercice. Je partage mon niveau. Et puis je leur demande de faire la même chose. Ce qui, la semaine d'après, me permet d'ouvrir des discussions sur, tiens, mon niveau, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et j'ai fait pareil avec les universités à la maîtrise, là, à l'Université d'Ottawa. Et je pense que si jamais vous le faites, vous allez être surpris des niveaux que vont obtenir vos élèves, même vos étudiants, même à la maîtrise. Là, parfois, Olivier, Oui. le fait que tu sois en plein écran, je pense que, la manipulation que tu as faite, je pense que les gens n'ont pas vu. Ah, donc le spotlight, il fonctionne pas? Ben, moi, pour ma part, je te dirais que je ne l'ai pas vu. Peut-être les gens au niveau du clavardage, vous pouvez réaliser. Ah, il y a OK, le pointeur avec. Oui, OK, là, maintenant, on le voit. Merci. parfait, je t'en prie. Du coup, là, le deuxième point qui était important pour moi, sans de nouveau tomber dans trop le théorique, mais quand même, c'est important. Moi, je crois beaucoup à la recherche-action et encore plus à la recherche-action-formation, qui est en fait mon projet de doctorat. Thierry Carcenti, avec d'autres, mais c'est quand même lui pas mal un investigateur, a créé
Puis il l'a fait avec un de ses étudiants qui a publié son doctorat qui s'appelle Dumouchel, un cadre sur les compétences informationnelles à l'ère du Web 2.0. Il l'a fait en 2014. Et donc, l'idée par rapport à ça, c'est de prendre conscience que oui, ça existait des cadres théoriques sur la recherche informationnelle, mais qui n'incluaient pas spécialement le web ou l'internet. Alors, ce qui est important à regarder, enfin, ce qui est important, là où je voudrais attirer votre attention rapidement, mais sans trop rester sur le modèle, euh, il dit qu'il faut des compétences conceptuelles. C'est-à-dire qu'avant de faire de la recherche d'information, il faut que je réfléchisse au concept de qu'est-ce que c'est de la recherche d'information. Après, il faut que je mette des stratégies en place sur quels sont les mots-clés, quels sont les synonymes que je vais intégrer par rapport à ça. Puis, il faut que j'ai des compétences techniques, informationnelles, quels sont les outils que je vais utiliser, comment je vais utiliser, comment je vais les mettre en place. Donc, la recherche d'information, ça passe d'un niveau de conception à un niveau de stratégie à un niveau technique. Et donc ça, je trouvais ça intéressant déjà d'avoir ces sous-compétences, entre guillemets, là, pour permettre de comprendre qu'il y a plusieurs facettes aujourd'hui dans la recherche d'information. Dans le traitement de l'information, on apparaît, l'organisation d'analyse était déjà présente précédemment. Le côté social est quand même assez récent puisque le Web 2.0 nous permet d'aller rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas sur Twitter, leur demandant qu'est-ce que vous pensez de ça, vous semblez être un expert de la situation, pouvez-vous me donner votre avis, pouvez-vous me valider cette information-là. Donc on a un aspect social dans le traitement de l'information qu'on n'avait pas au départ. Donc ça, c'est aussi comment est-ce qu'on intègre l'aspect social dans la recherche d'information, l'usage de l'information aussi, puis il y a des compétences déontologiques évidemment mais qui demeurent, hein, ça mais sauf que le Web 2.0 apporte un côté exponentiel au niveau de la déontologie, puis du respect des droits d'auteur et ainsi de suite. Transmission de l'information, bon là, il y a le côté collaboratif là qui est un peu plus fort. Et puis le point 5 qui est un peu nouveau, enfin entre guillemets, mais qui remet en place, c'est-à-dire je dois réévaluer mes stratégies, est-ce qu'elles sont bonnes, comment est-ce que je peux les améliorer, parce qu'on perd beaucoup de temps là sur Internet. Donc là, l'idée, question que je pose aux jeunes par rapport à ce modèle-là, de quelle information parlons-nous? Je voulais qu'ils prennent conscience qu'il y a plein de types de formats aujourd'hui d'information. Techniquement, ils en ont pris conscience en faisant le quiz de pix.fr. Alors du coup, ils se rendent compte qu'il y a des images, ils se rendent compte qu'il y a des PDF, ils se rendent compte qu'il y a des moteurs de recherche qui vont être spécifiques, spécialisés ou génériques. Certains vont être éthiques, d'autres vont être commerciaux. Donc ils prennent conscience des formats et des types de moteurs de recherche à travers le cours. Quels sont les types de recherche les plus efficaces pour accéder à l'information? Donc là, on rentre dans toutes les fonctionnalités avancées des moteurs de recherche, que ce soit les moteurs de recherche scientifiques comme Kern ou comme d'autres, peut-être que vous connaissez, ou des moteurs de recherche génériques comme Google, Yahoo, DeepDico, si on va dans les moteurs de recherche éthiques. Donc j'ai vu plein de moteurs de recherche avec eux, et puis on les a testés, puis on a regardé un petit peu les usages avancés là au niveau de la recherche. Quels sont les différents outils de recherche qui permettent de trouver de l'information sur Internet? Donc là, on se rend compte qu'il y a différents outils. Qu'est-ce que c'est la veille documentaire et la veille informationnelle? Parce que généralement, ils n'étaient pas tellement au courant même du mot veille, qui est un mot très peut-être français au départ. Alors, même dans le texte de Karsenty, le mot veille apparaît, mais donc c'est pas un terme au départ. C'est peut-être un terme qui est plus qui vient d'Europe. Quels sont les avantages principaux au niveau de réaliser une veille? Puis là, on voit ce qu'on appelle le push et le pull. Donc l'idée, c'est que soit j'organise ma veille, et puis là-dedans, il y a eu des textes, il y a des exercices, puis des outils que je vais vous montrer après, en disant, tiens, je peux faire des Google Alerts sur des mots-clés, donc l'information vient vers moi par courriel, mais j'ai trop de courriel, alors je crée un flux RSS, mais c'est quoi un flux RSS? Donc là, il y a un lecteur de flux RSS, et donc on commence à créer et à automatiser un système qui nous permet d'amener l'information vers nous plutôt que nous uniquement aller vers l'information. Donc ce sont ça aussi un petit peu tous les avantages qu'ils ont pu voir sur la veille informationnelle. Alors, par rapport à ça, je leur avais demandé de vraiment réfléchir à une thématique qu'ils voulaient creuser et mettre en place une veille informationnelle. Donc, je leur ai demandé de le faire, pas juste de comprendre ou de l'apprendre, mais vraiment de la mettre en œuvre. Donc, la veille, c'est un élément structurant de la construction de la professionnalité pour les étudiants en master documentation. C'était une question qui était posée, je trouvais ça intéressant. Et je vous mets une petite citation juste en bas. C'est un texte qui propose l'idée sur Érudit que si on apprend à nos étudiants de faire de la veille d'information,
indirectement, on va leur donner une identité de professionnel, ce qu'ils appellent la professionnalité. Donc, on va développer chez eux une identité, on va développer leur professionnalité. Donc, je trouvais ça intéressant comme concept de dire, en apprenant à faire de la veille et de la recherche d'informations, indirectement, je les prépare au marché de l'emploi. Et c'est là que je commence à faire des liens avec le titre de la présentation d'aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans les outils, comme je vous en ai parlé un petit peu. On regarde Google Alert. C'est quoi Google Alert? Comment ça fonctionne? On regarde les flux, les lecteurs de flux RSS. On en prend un gratuit qui s'appelle Good News, qui est vraiment intéressant. Je leur propose d'en prendre un payant si jamais ceux qui ont de l'argent, mais pour le cours, ça a été celui-là qui était gratuit. Moi, personnellement, j'utilise Feedly. Je leur présente comment j'organise mes dossiers, comment est-ce que je séquence mes mots-clés. On a utilisé des outils gratuits de certaines universités à Montréal au niveau de la recherche d'informations, qui donnent toutes des idées de stratégie pour faire vraiment de la recherche d'informations. Et on a mis ça en place, Google Alert, qui permet de générer des flux RSS que j'intègre dans mon Good News. Et là, après une semaine, j'essaye de voir comment, automatiquement, il y a des articles qui arrivent. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, quels sont les critères qui vont faire que cet article-là, il est pertinent. Donc là, on commence à mettre en place le système de veille. On prend conscience qu'il y a des moteurs de recherche généralistes et éthiques. Donc, on fait des recherches sur Google avancé et on fait des recherches sur Yahoo et on les compare. Et il faut des recherches sur Quant et DuckDuckGo qui, eux, proposent une publicité qui finance directement des ONG ou qui finance en tout cas des organismes à but non lucratif et à but sociaux. Donc là, ils prennent conscience qu'en fait, il y a des moteurs de recherche commerciaux et non commerciaux et que les moteurs non commerciaux permettent d'avoir une action citoyenne qui est un peu plus grande évidemment que simplement aller sur Google, mais on remarque aussi que Google a à travers le moissonnage, puisqu'on comprend comment fonctionnent les moteurs de recherche, j'ai été chercher des vidéos qui avaient été faites dans un MOOC en France sur la veille informationnelle où on explique le moissonnage, l'indexation, comment ça fonctionne, un robot. Et à ce moment-là, on comprend que oui, Google est générique et commercial, mais les résultats sont plus fins, sont plus précis. Oui, Quant est un bon moteur de recherche aussi éthique, mais on remarque que parfois les résultats sont un peu moins aussi précis. On remarque surtout pour des étudiants, que ce soit au bachelier ou à la maîtrise, qu'il y a des moteurs de recherche spécialisés. Google Scholar, ResearchGate, et là, il y en a quand même beaucoup là. Et donc, on se rend compte que peut-être au lieu d'aller dans Google, on va directement aller dans un moteur de recherche qui est spécialisé sur une thématique. On prend conscience d'un outil d'agrégateur collaboratif comme Diigo. Diigo est gratuit pour l'éducation. Alors, ça paraît un peu complexe au départ, mais vous écrivez un mail à Diigo Éducation. À ce moment-là, il vous dit comment faire un petit peu. Vous mettez votre courriel et puis vous avez accès à une gestion de classe pour amener tous vos élèves dans un groupe Diigo et pour être capable de traiter l'information. Ce que ça sous-entend surtout, c'est que Diigo permet de classer de l'information comme d'autres outils, comme Simbaloo. Il y a sûrement plein des outils comme ça. Ce que j'aime dans Diigo, c'est qu'on peut surligner ensemble, on peut vraiment traiter une page web avec vraiment comme si on surlignait un texte, mettre des commentaires en groupe. Donc on peut vraiment faire un travail de groupe au niveau de la recherche d'informations. Évidemment, on a traité Zotero là parce que l'université de Hearst l'utilise. Ils ont déjà beaucoup de tutoriels par rapport à la mise en place de Zotero, parce que je le vois que Nicole en parle, avec la version de Zotero qui est aussi en ligne, qui permet avec la version gratuite d'avoir quelques gigas là pour créer des groupes et de générer des bibliographies au format APA. Puis on a vu comment intégrer le dernier APA français, parce que parfois il faut le faire manuellement. Donc là, on a vu ça aussi. Mais disons que Zotero s'il permet de faire d'agréger de l'information en groupe, il nous permettra peut-être un peu moins facilement que Diigo de faire Diigo, c'est juste diigo.fr si jamais. Si vous tapez Diigo là dans un moteur de recherche, vous allez ou diigo.com pardon. C'est ça. Donc c'est juste ça. Mais reste que c'est des outils complémentaires. Et puis l'indexation sociale, évidemment SlideShare, Twitter, puis il y en a d'autres. Aller suivre des experts universitaires. J'aurais montré tous les gens que je suis dans mes groupes Twitter, créer des groupes Twitter, créer des listes par thématique et aller voir qu'il y a pas mal de profs d'université, parce que là on est à l'université, mais aussi des praticiens du monde privé, du monde professionnel, et qu'on peut aller suivre pour vraiment développer une
une expertise et de rester surtout up-to-date, en bon français, dans une thématique qu'on veut. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a travaillé lors de cette partie-là. Ensuite, une fois qu'on a compris comment travaille la veille informationnelle, on a réfléchi sur les enjeux au niveau des compétences numériques, on a mis en place notre système de veille, arrive l'idée de la compétence, de l'identité numérique. Je voulais qu'ils comprennent aujourd'hui que si on est invisible que si on est invisible sur le web, ben, probablement qu'on a plus de chances de ne pas avoir de travail. Donc moi, dans mon passé, j'ai fait donc une formation pour les personnes qui avaient perdu leur emploi avec une organisation à but non lucratif en Belgique, où pendant 3 ans, on a développé les compétences pour ce qu'on appelait les nouveaux métiers du web, et on avait des formations sur l'identité numérique pour permettre à ces personnes-là qui avaient perdu leur emploi de devenir visibles. Donc on créait leur profil professionnel, leur curriculum vitae en ligne, on les positionnait sur une expertise, on les amenait à publier sur une expertise pour que lorsque l'employeur il y a plein de chiffres par rapport à ça. Le nombre de recherches de prénoms et de noms juste dans Google est assez impressionnant. Donc, généralement, les personnes, quand vous engagez quelqu'un, l'employeur va faire probablement une recherche sur vous pour voir si vous êtes visible, un peu qui vous êtes. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement le curriculum vitae qui va être un outil pour permettre d'être visible. Et alors, du coup, il faut qu'ils prennent conscience de cette réalité-là dans un marché de l'emploi qui est très concurrentiel. Alors, en même temps, c'était qu'ils prennent conscience de cela dit des différences entre le web 1.0, plutôt descendant, le web 2.0, l'arrivée des blogs, l'arrivée des communautés, donc un web ascendant où là tout le monde peut commencer à amener de l'information et plus simplement consulter de l'information, le web 3.0, sémantique d'une part, où là on commence à croiser les bases de données par exemple si vous tapez Tour Eiffel dans Google, vous allez avoir les restaurants qui est autour, vous allez avoir la météo, vous allez avoir de l'information historique sur la création de la Tour Eiffel. Donc, c'est des manières dans les bases de données de croiser l'information. Un autre exemple peut-être plus clair pour le web sémantique, c'est que si on tape un mot-clé dans une recherche dans la bibliothèque de U-Ottawa, j'aurais pas les éléments dans la bibliothèque de U-Hearst ou dans la bibliothèque, mettons, de l'UQAM ou de Montréal. Donc l'idée, c'est que c'est ce qu'essaie de faire Google Scholar, évidemment, c'est de mettre toutes ces bases de données ensemble pour avoir vraiment accès à des bases de données qui sont complémentaires et pas juste uniques. Donc c'est un petit peu ça l'idée du web sémantique en rapide, là, et c'est un peu plus complexe. Et puis de commencer à toucher toute la question de l'intelligence artificielle avec le côté suggestion, interprétation, ce qui n'est pas le web sémantique, c'est juste un croisement entre guillemets vulgarisé là, mais de base de données. Donc là, des questions de nouveau que je leur pose pour qu'ils s'interrogent. Quelles sont les plus grandes opportunités qu'offre le web social et le web sémantique? Quels sont les plus grands enjeux qui découlent du web social et du web sémantique? Quels sont les enjeux principaux que propose le web 2.0 en termes d'inclusion sociale? Ça, c'est vraiment un point que j'ai adoré. Je vous en parle un tout petit peu après. Quelles sont les plus grandes opportunités du web 2.0 en termes d'inclusion sociale? Donc, l'idée au départ du web, c'est quand même l'accès, la démocratisation. Il y avait quelque chose de très noble dans Internet au départ. Et puis évidemment, Internet a quand même été pas mal récupéré par tous des enjeux commerciaux. Donc aujourd'hui, dans ce cours-là, on a lu un texte sur les filtres qui sont un texte universitaire qui sur les filtres qu'ont les outils des réseaux sociaux qui vont pour nous générer, nous proposer des amis, entre guillemets, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur Facebook, qui vont générer pour nous même des débuts de phrases. Donc, dans Google, quand vous écrivez un courriel, maintenant dans Gmail, les phrases, comment être pour vous. Dans LinkedIn, je leur ai montré mon LinkedIn, quand on dit joyeux anniversaire parce que vous avez 1 an de plus dans le même travail, vous recevez 10 fois la même phrase de 10 êtres humains qui utilisent la phrase d'un robot. Donc, c'était de prendre conscience comment l'algorithme prend de plus en plus de place dans les relations et de manière générale vous propose des relations qui sont proches de votre propre profil social, qui fait qu'aujourd'hui, dans LinkedIn, il y a peu de chances qu'on m'associe à un maçon ou il y a peu de chances qu'on m'associe peut-être à un bibliothécaire parce que généralement, mon profil va être dans la conception pédagogique, université, cours en ligne. Et dès lors, là, on se retrouve dans un concept où ça devient une forme de pensée unique où tout le monde est d'accord avec tout le monde puisqu'il n'y a pas de pensée divergente. Donc, c'est de mettre en place quand même toutes des notions d'enjeux
par rapport à cette compréhension-là. Et pour continuer dans l'identité numérique après, de prendre conscience des différents concepts d'identité, donc notre corps, notre identité administrative, bon, les cartes de santé, ainsi de suite, identité personnelle, la conscience de soi, de ce que je pense que je suis. L'identité projetée, c'est ce que je montre de moi. Et l'identité sociale, c'est au groupe auquel j'appartiens. Et donc tout ça, ça constitue un petit peu notre identité. Et du coup, l'idée, c'était de voir, OK, sur le web, comment tout cela se transforme, comment est-ce que je travaille mon identité, à quel groupe j'appartiens, qu'est-ce que je montre de moi, et par rapport à ce que moi, je pense que je suis. Donc, ça a été de leur faire prendre conscience de ça à travers les réseaux sociaux. Donc là, si je vous montre mon compte Twitter, et c'est pas du tout pour me mettre en avant, c'est juste pour donner un exemple, vous avez, bon, qui je suis, qui je prétends être, donc ce que je déclare de moi. Vous avez l'identité qu'on appelle agissante, c'est ce que je tweete ou ce que je retweete. Alors du coup, ça c'est ce que c'est mes actions. L'identité calculée, ben, c'est mes abonnements, hein, c'est les personnes que je vais commencer à suivre. Et l'identité relationnelle, c'est tous les likes que je vais mettre à gauche ou à droite qui vont aussi donner, bah tiens, si Olivier aimait ça, ça me dit quelque chose d'Olivier. Alors on pourrait dire, dis-moi comment tu tweets, dis-moi qui tu suis, et puis dis-moi ce que tu es, mais je te dirai qui tu es, hein, grosso modo. Donc c'est qu'ils prennent conscience, donc la plupart n'avaient pas de compte Twitter ni de compte LinkedIn, mais c'est qu'ils prennent conscience que d'une part, en le créant, on va le créer dans une perspective professionnelle. Donc je m'occupe pas de Facebook qui pour moi est vraiment ludique et personnel, qui est correct, hein, mais c'est juste que ça m'intéressait pas dans le cadre de mon cours, et qui prennent conscience qu'après ce qu'ils vont publier, ce qu'ils vont relayer et qui va être produit par leur veille informationnelle, qui va être créée par leurs outils, donc va les amener à appartenir et à dire un petit peu qui ils sont. Donc ça, c'était un petit peu le concept de ça. Donc je leur ai demandé très concrètement, puis je les ai évalués là-dessus, d'avoir un compte LinkedIn, d'avoir un compte Twitter, de développer une infographie, vous allez voir après, avec Canvas, de créer une carte mentale avec Google, parce que l'université était à tout la Google Suite, donc c'était plus facile puisque Google permet 3 cartes mentales gratuites, et de créer un CV en ligne sur Do You Buzz. Donc ça, ce sont vraiment mes livrables, hein, en termes de gestion de projet. Il y a ça comme livrable. Je voulais qu'ils partent ces outils-là. J'ai voulu avoir des copies d'écran de Diigo, de me montrer qu'ils ont travaillé dedans. Je voulais des copies d'écran de Good News, qui est un lecteur de flux RSS, pour montrer qu'ils ont mis des flux et qu'ils reçoivent de l'information. Je voulais des copies d'écran de Google Alert pour me montrer qu'ils le font, parce qu'évidemment, mes sessions synchrones, c'était parfois des sessions de modelage. Je leur montrais comment faire quand j'étais perdu, ou c'était des sessions de partage, où j'expliquais comment est-ce qu'ils avaient trouvé l'exercice, qu'est-ce qui était intéressant, ou de sessions de compréhension de texte. Il n'y a pas eu tellement de textes, mais il y en a quand même eu quelques-uns, sur des réflexions plus sur des enjeux et des opportunités. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne. Je regarde l'heure, 41. Donc, après l'idée, la dernière semaine, parce que je voulais consolider tous les apprentissages, je leur ai demandé de faire un making-of, donc de faire une rétrospective sur tout ce qu'ils avaient appris, les grands moments du cours, et ainsi de suite, pour qu'ils mettent en place un petit peu, puis qu'ils consolident tous les apprentissages qu'ils avaient faits. Donc, mon making-of, donc c'était un travail de groupe, donc c'est le projet intégrateur. Donc, retour sur les apprentissages, identification des faits saillants, réalisation d'un groupe d'une production numérique. Ça peut être une vidéo d'animation. Un groupe a fait une vidéo d'animation dans Powtoon, un autre groupe a fait une infographie dans Canvas, un autre groupe était moins à l'aise. Ils ont fait justement une présentation dans Google Slides, mais que je voulais quand même graphique en partie. Et puis après, il y avait des échanges sur les productions. Donc, ils ont commencé à faire ça en groupe, en atelier. Je passais d'atelier en atelier pour donner des conseils. À un moment donné, j'ai arrêté tout le monde. J'ai demandé à tout le monde de présenter là où ils en étaient pour recevoir de la rétroaction des autres. Et ensuite, après, bon, il y avait, quand c'était fini, ça devenait l'évaluation finale. Donc, ce que j'appelais le making-of, pour le côté un peu cinéma, tout ça. Bon. Alors, le journal de bord, je vous le présente. Donc, ça, c'est un site Google qu'ils ont dû créer eux-mêmes. Moi, après, je vous donnerai l'exemple que moi j'avais fait. Donc, l'idée, l'exemple que moi j'ai fait, c'est celui-là. Bah, après, ils pouvaient faire. Je voulais pas leur donner un Google Site déjà tout fait, bien que je le pouvais. Je l'ai fait avec Alberta pour les professeurs, parce que ça leur tentait pas de
de demander à leurs étudiants de le faire. Sauf que moi, dans mon cours à l'université de Hearst, ils l'ont fait eux-mêmes. Donc, vous voyez un petit peu, là, c'est un des étudiants qui a fait sa page de garde un peu comme ça, puis avec le portfolio numérique. Et je vais vous montrer quelques exemples après. Puis ça, c'était moi ce que j'ai fait pour. Et le lien qui est là, le site est publié, donc si jamais vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble. Il y a 4 réflexions. Il y a du texte qui explique un petit peu à chaque fois les instructions, des exemples de bibliographie en mode APA, enfin toutes des choses qui aident finalement à accélérer le journal de bord. Là, c'était pour des étudiants à la maîtrise dans un cours de leadership. Mais toujours l'idée qu'on a ce journal de bord là, réflexif là sur nos apprentissages. Alors, un exemple de carte mentale qui a été fait, un exemple d'infographie qui a été faite. Donc là, c'était une étudiante qui fait d'un côté de la danse et qui d'autre côté travaille sur les maladies mentales. Sa thématique de veille informationnelle, bon, c'était ça. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des cours de danse qui permettaient de travailler sur des maladies mentales. Elle l'ignorait totalement. Donc tout le côté quand on fait de la danse, bon, on est à deux, il y a le non-verbal, il faut suivre, il faut se comprendre, les corps et tout ça. Et donc après, pour les couples, c'était des thérapies de couple par la danse. Et donc en fait, elle suivait des cours au niveau de tout ce qui était gestion, santé mentale, mais en particulier avec les couples. Elle faisait de la danse sur le côté, puis elle n'avait jamais fait les liens sur les deux. Donc, en faisant de la recherche, elle s'est rendue compte que ça existait. Et donc, elle a fait tout son travail sur la thérapie de couple par la danse. Et puis, probablement elle va poursuivre là-dessus. Puis, j'en ai eu d'autres. Pour vous montrer un petit peu des exemples, mais tous les étudiants l'ont fait. Donc là, vous avez Good News qui est à votre gauche, qui est donc un lecteur de flux RSS. Il classe par catégorie. Puis là, vous avez les flux qui sont mis là. Puis à côté, vous avez les Google Alerts qui ont été créés, donc qui rentrent dans le Google News. Et à la droite, vous avez le Diigo qui reprend de nouveau ce qu'il y a dans le Good News, mais qui là va le traiter. Et donc, on ne prend dans le Diigo que ce qu'on trouve pertinent dans le Good News. Parce que Good News, évidemment, il y a un traitement qu'il faut faire. Et on ne traite que les articles qu'on trouve pertinents dans l'idée de production ou de republier ou de repartager. Donc là, je les ai amenés à utiliser les outils de partage de Diigo pour les envoyer vers LinkedIn et vers Twitter. Ensuite, je leur ai demandé, j'ai caché les noms là, mais c'est vraiment des vraies preuves d'apprentissage. Je leur ai demandé donc de créer un compte Twitter. Vous voyez que c'est assez faible, mais pour l'instant 9 tweets, 14 following et ainsi de suite. Mais quand même, ça a commencé. Je leur ai demandé de créer un compte LinkedIn. Et là, c'était pas une obligation. Ah oui, pardon. Et là, et de créer un Do You Buzz, donc qui est un CV en ligne. Et donc, vous voyez qu'elle se positionne comme thérapeute comportementale. Ça, c'était très intéressant parce qu'il y a eu tout un cours sur je suis une marque. Olivier Alfieri est une marque, comme si je présentais un shampoing ou comme si je présentais un produit. Alors, comment est-ce que je communique sur ma marque? Et la marque, c'est moi. Alors, je leur demandais d'avoir un titre, d'avoir ce qu'on appelle une proposition de valeur en marketing, c'est-à-dire d'avoir cette petite phrase que vous avez en dessous qui dit Olivier Alfieri, bon, dans mon cas, c'est accompagne les organismes en éducation pour les transitions digitales ou la formation et l'enseignement en ligne. Donc, eux, je leur demandais aussi d'avoir leurs petites phrases qui disent un petit peu qui ils sont, qu'ils allaient intégrer dans leur compte LinkedIn ou dans leur compte Twitter. Et donc à ce moment-là, ils commençaient à créer leur petit jardin au niveau de leur réputation en ligne, mais qui est uniquement dans une perspective professionnelle pour leur permettre après de plus facilement trouver de l'emploi. Donc, là, c'était des preuves d'apprentissage, donc je vous donne juste une réflexion que vous pouvez lire devant vous. Il me reste 13 minutes, parfait. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, la classe était au sujet des méthodes de veille technologique. Mes connaissances à ce sujet sont limitées, mais les concepts étaient bien expliqués en classe. J'aimerais définitivement en apprendre plus, donc je vous laisse quelques minutes pour lire. Ça vous donne une idée parfois de réflexion qui a été mise par rapport à comment est-ce qu'ils se sentent par rapport au cours, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ça intéressant ou pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir apprendre, des choses comme ça. Donc, et puis je trouvais ça vraiment tellement intéressant de pouvoir lire leurs réflexions plus personnelles. Alors du coup, ça c'était vraiment bien. Ensuite, ah ben voilà, c'était pas mal la fin. Ouais, j'étais peut-être un peu plus vite que prévu là, parce que je parle un peu vite, mais voilà, c'était un peu mon projet que je voulais vous présenter. Comme conclusion, je vous dirais que les étudiants se sont vraiment sentis
Parce que mon cadre de recherche, là, c'est travailler sur les présences et les proximités sociales. Et grosso modo, demander de faire un journal de bord sur comment se sentent les personnes, ça aide beaucoup. Évidemment, ça dépend les niveaux, hein. Si on est au secondaire, ça fonctionnerait peut-être pour les élèves à partir de peut-être 14 ans, de 14 à 18 ans. Il faut déjà une certaine maturité pour être capable de parler un petit peu de soi. Peut-être que pour la maternelle à la 6e année, ça peut être un peu plus compliqué, bien que ça peut être qu'une seule phrase. Pour les élèves de peut-être de 5e ou 6e année, là autour des 10-12 ans. Pour les maternelles jardins, ça peut être plus difficile, donc là, ça peut se faire différemment. Les journaux de bord pourraient se faire à distance aussi, hein. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant, c'est de l'individuel, c'est du privé, c'était pas partagé. Ça, c'était une très belle expérience, ça m'a permis d'intervenir très vite pour ceux qui ont failli décrocher. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans mon expérience? C'est qu'en fait, ils ont tous pris conscience, et malheureusement, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui étaient en 3e année, de leur cursus là, et puis ils m'ont tous dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu ça la première année, ça nous aurait tellement aidé. Donc je reste persuadé qu'aujourd'hui, avec toute l'humilité là, je trouve que toutes les universités et tous les collèges devront mettre en place ce type de cours-là pour permettre aux étudiants de directement prendre conscience qu'il y a une perspective professionnelle à faire des études, que ce que je lis aux études, ce que je dois faire comme travaux, je pourrais directement les utiliser pour nourrir mon identité professionnelle et pour me rendre visible déjà, pour commencer déjà à avoir des relations, pour me permettre plus facilement de trouver un job à la fin de mes études. Donc je pense que aussi l'importance évidemment de la culture d'information, bon ça je vais pas vous refaire le comment le discours, parce que tout le monde sait que c'est important de développer des compétences informationnelles. Par contre, ce qu'on parle parfois un petit peu moins, c'est de développer un système de veille. C'est comment est-ce que je lutte face à ce magma d'informations aujourd'hui, plus que jamais. Probablement qu'une bonne partie d'entre nous sommes, comment je dirais, connectés pour voir l'évolution de la situation dans chacune des provinces, pour voir, ou même dans les pays, si vous avez de la famille comme moi qui est à l'étranger. Donc il est certain que de pouvoir centraliser l'information, la canaliser dans un lecteur, et du coup ça vous permet d'avoir tout à un endroit, vous perdez moins de temps, vous fixez un moment dans la journée où vous allez lire votre information, donc vous avez des compétences stratégiques, et vous tombez pas dans le piège de passer des heures finalement à aller sur plein de sites. Du coup, vous gagnez en efficacité, mais aussi vous diminuez votre anxiété, votre stress. Donc, je reste persuadé que développer une veille informationnelle, tant au niveau professionnel que personnel, ça permet de développer vraiment des belles compétences et de diminuer l'anxiété, d'augmenter notre efficacité, de rester à jour dans notre compétence ou dans nos compétences transversales ou spécifiques au métier qu'on veut produire ou au métier dans lequel on exerce. Ça, c'est pas mal aussi, quelque chose que les étudiants ont pas mal vu, puis ils m'ont tous dit oui, on va continuer à faire ça parce qu'on trouve ça intéressant. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas spécialement fait assez bizarrement des infographies ou n'avaient pas vraiment fait des vidéos d'animation dans Powtoon ou dans Movely ou dans d'autres outils gratuits là. Bon, c'est souvent des gratuités partielles, hein, 3 minutes ou des choses comme ça. Ils ont adoré faire ça évidemment. Je parle d'étudiants dans ce cas-ci qui avaient comme 24 ans. Certains avaient 23 ans, j'avais certains qui étaient plus âgés. Ils n'avaient pas beaucoup de compétences numériques en termes de production. Donc ça a été aussi pour eux quelque chose de très intéressant. Ils ont pu produire de leurs mains, manipuler des outils. Ça a été quelque chose pour eux qui a été difficile. Et pour vous dire mon plus grand étonnement, puis je clôturerai avec ça, c'est qu'en fait, quand je leur ai demandé de construire un Google Sheet, ça a été très dur pour tout le monde. Et j'étais tellement persuadé que tout le monde allait faire ça en 10 minutes. Ça a été une de mes plus grandes surprises, je pense. Alors du coup, ce que j'ai fait des vidéos, des classes virtuelles de modelage, c'est-à-dire que tout le monde était avec les écrans. Je leur demandais de partager leur écran. Et puis à la fin de la classe virtuelle, tout le monde avait un minimum une page, un titre, une catégorie, enfin, avait compris un petit peu le fonctionnement des nouveaux Google Sheets, pas des anciens, parce que les anciens sont un petit peu vieux là. Donc voilà. En tout cas, c'est ça que je voulais vous proposer comme réflexion aujourd'hui. J'espère que du coup, ça vous donnera de quoi aussi réfléchir pour assurer la transition qui nous occupe tous là. Ben, écoute, Olivier, un gros merci pour ta présentation. Normalement, moi, ce qui était prévu, c'est que l'atelier se termine à 1h30. Donc, je pense que tu es passé en mode accéléré. Ça donne le temps aux gens parce qu'il y a eu beaucoup dans le clavardage, beaucoup d'échanges, beaucoup de questions. Ça donnerait le temps aux gens de poser directement les questions. Donc, la façon de procéder, soit vous demandez
le droit de parole dans le clavardage, puis je vais vous inviter à prendre la parole, ou encore, simplement, dans la portion participant, en levant la main, ben, je vais distribuer les droits de parole. Donc, pour éviter la cacophonie, passez par ces deux moyens-là, puis on va pouvoir échanger. Donc, toi, est-ce que tu devais quitter pour 13 heures? Non, pas du tout. Moi, non, je suis peut-être un peu trop verbomoteur, mais non, non, j'ai tout mon temps. On peut Bon, prendre le temps qu'on veut. il y a le MH Safari qui aurait une question, donc il te remercie. Je l'invite à ouvrir son micro et à te poser directement la question. Donc, ça faciliterait beaucoup les échanges en tant que tel. Sinon, si c'est pas possible, je peux aussi Oui. la lire. Mais Moi, je je peux la laisse. lire, là, je la vois devant moi, là, je peux répondre à Hamid, et puis je lui fais un petit coucou. Donc, en fait, non, non, bizarrement, non, j'ai pas eu de problème de connexion. Bon, c'est un cours en ligne à l'université, donc au départ, l'université, avec ils ont une forme de centrale pour les étudiants, garantissent quand même que les étudiants comprennent le minimum. Puis on parle de Hearst, hein, je sais pas si vous connaissez Hearst, l'Internet n'est pas toujours le plus puissant, pas toujours très facile. Donc j'ai eu des étudiants sur téléphone, des étudiants sur, bon, ça a été un petit peu parfois un peu rock'n'roll là, mais je vous dirais que j'ai pas eu de soucis pour les classes virtuelles au niveau le fait de se connecter ou le fait enfin, des problèmes de bande passante là, si on parle de ça. Maintenant, au niveau de la manipulation des outils, ça, comme je l'ai dit, c'est un autre débat. Faire un Google Sheet, au départ, je pensais que ça allait être tellement facile, ça l'était pas. Donc, j'ai fait dans mes cours de classe virtuelle, j'ai fait deux approches. Un, ceux qui arrivaient plus vite que les autres en atelier aidaient les autres, donc je les mettais en atelier. Et puis ceux qui avaient déjà leur Google Sheet, montrer à un autre comment faire un Google Sheet et des choses comme ça. Donc là, c'était vraiment train the trainer. Je regardais les trois quatre là qui étaient bon dans le groupe. Il y a toujours quelques-uns qui sont un peu plus je dirais un peu plus à l'aise que d'autres. Et je ne crois pas du tout au digital native. Là, je dirais, il y a assez de littérature aujourd'hui pour comprendre que c'est pas parce qu'on est né dans le digital qu'on a des compétences numériques. On a peut-être un sentiment de d'aisance ou parce qu'on est né avec, mais c'est pas pour autant qu'on est capable de développer. Puis je l'ai tellement vu souvent. Moi, j'ai 40 ans là, et puis je veux dire, depuis que je suis tout jeune, là, je suis tombé dedans par la chance que j'avais un voisin qui était en informatique, qui faisait de la programmation, et donc je faisais du DOS à l'époque, tout ça, mais j'ai fait une licence en littérature, donc j'étais complètement ailleurs. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, je suis avec des jeunes de 22, 23 ans. J'ai demandé à mes étudiants à Ottawa de rentrer dans Minecraft pour faire une leçon, puis ça a été comme très compliqué. Donc ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que c'est pas si simple que ça. Donc, soit je demande des travaux de groupe en atelier où moi je suis là, puis je saute d'un atelier à l'autre et je demande à ceux qui savent d'expliquer à ceux qui savent pas. Ils partagent leur écran. Pour certaines fois, je faisais des petites vidéos tutoriels où je m'enregistrais, mais j'essaie de pas de le faire de trop parce que je trouve que c'est quand même chronophage, tout ça. Donc, j'aime bien l'idée qu'ils s'entraident entre eux aussi et puis qu'ils arrivent à, à développer cette compétence de la collaboration, parce que je crois beaucoup aux compétences transversales sur le marché du travail. C'est très important, le collaboratif. Alors du coup, j'ai vraiment essayé de mettre un axe davantage sur le fait qu'ils s'entraident entre eux, qu'ils communiquent entre eux, d'où les travaux de groupe aussi. Puis que ça, donc ça m'a aidé. Donc pour répondre à la question d'Amid, oui, il y a eu des difficultés au niveau que ce soit faire des infographies. Bon, il y en avait une qui était plus forte que l'autre, donc tout le monde a joué un peu dedans, mais il y a quand même un qui a pu se finaliser. Faire la vidéo d'animation, c'était pareil. Il y en a certains qui ont mis un petit peu des éléments, mais il y a surtout une des trois qui a travaillé dedans. Donc, selon les groupes, là, bon, ça a été, ils ont tous touché plus ou moins, mais certains en ont fait plus que d'autres, mais au moins ils se sont initiés. Par contre, là où j'étais intransigeant, c'est que tout le monde avait un Good News, tout le monde avait un Digo, tout le monde avait un LinkedIn, tout le monde avait Twitter. Donc là, j'ai été comme intransigeant. Et ça, moi, j'ai fait de l'individuel. Le vendredi, parce que les vendredis étaient aussi des jours pour justement se rattraper. Donc parfois j'en prenais deux, à l'individuel ou en groupe, et là je le faisais avec eux. Donc moi j'ai dû m'investir aussi pour les amener au niveau que je voulais pour les évaluer, parce que la note était importante, mais ce qui était important pour moi, c'est que tout le monde sorte de là avec ce que je voulais, c'est-à-dire les livrables, Digo, Twitter, Google Alert, Good News Click, LinkedIn, et puis mon CV en ligne, les réflexions. Le Google Sheet, ça c'était non négociable aussi, et d'avoir une réflexion globale, si vous voulez, sur tout ce qu'on avait vu. Donc ça, c'était pour moi le non négociable. Après les travaux de groupe, sur les outils pour produire, bon, j'étais un peu plus large, je savais qu'ils allaient s'entraider, et puis bon, voilà. Pour, est-ce que Confirme, l'ensemble des... Olivier, hein? Tu es Oui, vraiment un verbomoteur, désolé. Il y a deux questions, mais pour faciliter la vie en termes pour savoir à qui je m'adresse, dans votre photo en haut, là, si vous
passez votre pointeur dans la photo, il y a trois petits points. Il est possible de vous renommer, puis d'essayer d'indiquer votre prénom et votre nom pour que je puisse savoir à qui je m'adresse. La première question, Ingrid, tu avais une question, donc je t'invite à prendre la parole à ouvrir ton micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. Alors, bonjour, je m'appelle Ingrid Gagnon, je travaille au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration au Québec. Et puis, on est à réfléchir à comment on peut développer les compétences numériques chez la clientèle qui est peu alphabétisée, peu scolarisée. C'est un grand défi. Mais si vous étiez dans mes bottines, monsieur Alfieri, c'est ça? Oui. Je le prononçais. Quelle piste, quel filon vous suivriez? C'est sûr qu'on est il y a plusieurs formes, et puis je le dis avec beaucoup de respect, d'analphabétisme numérique. Là, donc, c'est certain qu'il faudrait diagnostiquer un petit peu les compétences de base au niveau de la clientèle visée. Est-ce que la manipulation de l'outil de base, et puis je vais le dire, là, allumer un ordinateur, prendre une souris, c'est où est-ce qu'on se trouve par rapport aux usages de base. Donc, ce que j'irais, c'est que j'irais par niveau. Donc, par partie, je granulariserais beaucoup en termes d'ingénierie, de formation. J'irais vraiment avec des petites, voir si, en fonction, donc les usages de base, c'est que si on n'est pas à l'aise sur un ordinateur, dépendant, là, je prends très large hein, pour répondre à votre question. Et puis, j'essaie de pas trop parler là au niveau Martin, mais l'idée, c'est que j'essaierai de voir où se trouve mon niveau de survie là dans Maslow. Donc, si mon niveau de survie, c'est bon, moi l'ordinateur là, ça me tente pas plus que ça, puis ça existe encore et c'est correct. Mais c'est de les amener déjà à manipuler l'outil. Ensuite, si maintenant je suis un peu plus à l'aise avec l'outil, les traitements de texte, bon, je connais un petit peu, je sais dans un navigateur pour faire une recherche sur Internet ou m'acheter quelque chose en ligne, des usages de base dans les modèles d'intégration des nouvelles technologies en éducation. Il y a un livre d'Aurélien Fievé qui a été publié en 2017 qui présente comme 18 modèles d'intégration des nouvelles technologies en éducation. Parmi ces modèles-là, il y a des modèles de l'UNESCO, puis il y a des modèles de professeurs d'université. Il y en a un en particulier que je voudrais attirer votre attention. C'est Rabi, R-A-B-Y de mémoire, mais je pourrais si jamais le retrouver après. Donc il dit que si on n'a pas des usages personnels de numérique, on ne pourra pas avoir des usages professionnels. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est que donc une fois que j'ai la maîtrise de l'outil de base, allumer l'ordinateur, comprendre un système d'exploitation, donc on est vraiment sur la survie. Après, je dois développer un peu les usages personnels de mes apprenants. Alors ça peut être téléphoner à la famille, ça peut être plein de choses, hein, mais ça va être de trouver des usages au départ personnels. Ça peut être faire un petit peu mes courses en ligne. Enfin, il peut y avoir plein de manières de faire des usages personnels. Une fois que j'ai bâti un peu quelques usages personnels, on peut commencer à basculer vers des usages professionnels. Et à ce moment-là, dans les usages professionnels, c'est sûr que je commencerai par la recherche d'informations. C'est Google, c'est le moteur avancé de Google, c'est expliquer un petit peu de manière très vulgarisée ce qu'est un moteur de recherche, comment ça fonctionne, tout ça. Et puis après, dépendant de là, vous voulez des compétences numériques que vous voulez développer, si on est plus en production, est-ce que c'est des compétences numériques pour rechercher un emploi? À ce moment-là, je travaillerai en fonction de l'angle d'attaque, si c'est dépendant un petit peu comment je ferai par thématique, si vous voulez, recherche d'emploi, santé. Est-ce qu'on s'entend que les nouveaux arrivants, enfin je sais pas si on parle de nouveaux arrivants, mais pour avoir travaillé dans un projet qui s'appelle Clic en ligne, qui est un projet avec le service d'immigration là du Canada, on avait vraiment travaillé sur des optiques très thématiques, c'est-à-dire bon j'arrive au Canada, ma fille a un anniversaire, donc je vais écrire une carte d'anniversaire, donc là on est plus sur de la langue. C'est un projet plus sur le français langue seconde, mais disons que je travaillais sur des thématiques qui sont concrètes, authentiques dans la vie des personnes pour leur permettre, parce qu'aujourd'hui par exemple avec la situation qu'on a, moi, personnellement, mon médecin a maintenant une plateforme en ligne. Donc, je vais communiquer avec mon médecin à distance. Du coup, il y a des usages comme ça qui vont se définir, commander mes ordonnances à distance, et ainsi de suite. Bon, la plateforme existait déjà avant, juste qu'elle est beaucoup plus mise en avant maintenant. Donc, c'est comme ça que, je sais pas si je réponds à votre question, parce que c'est un peu large, Oui. mais ok. Oui. Puis ça me ferait Merci plaisir de beaucoup. réfléchir avec vous, si jamais, dans un autre cas. Merci. Merci Ingrid. Effectivement, deux choses pour ma part.
les jeunes d'aujourd'hui utilisent beaucoup plus la technologie en termes de divertissement et non pas comme outil de travail. D'ailleurs, quand on leur propose d'utiliser les technologies comme outil de travail, ça les désorganise beaucoup. Nicole fait un lien avec ton schéma qui est situé à gauche de ta diapositive. Il existe le profil type des étudiants du collégial dans lesquels on a aussi ce modèle-là en lien avec la recherche d'informations, traitement d'informations, diffusion d'informations. Donc, ça se ressemble beaucoup avec le modèle de TIC du collégial. D'ailleurs, Nicole avait une question à te poser, à savoir, est-ce que les activités que tu proposes ont déjà été scénarisées? Est-ce qu'il serait possible de faire un scénario pour l'appliquer à grande échelle, comme par exemple dans le réseau collégial? Parce que, puis je l'ai nommé tout à l'heure, dans le profil TIC, tout ce que tu as présenté tout à l'heure pourrait bonifier justement et permettre de développer l'identité numérique de nos étudiants. Oh oui, tout à fait. Bah, pour l'université, bon, vous savez, il y a le fameux syllabus de base, bon, objectifs pédagogiques, grille d'évaluation, tout ça que vous êtes obligé de remettre. Et puis après, moi, bon, évidemment, j'avais les supports pour mes apprenants. Donc, du coup, j'ai créé mes supports où je donnais mes activités, les actions pédagogiques, les activités que je leur demandais de réaliser. Donc oui, j'ai dû scénariser chaque journée. Le matin en synchrone, l'après-midi en asynchrone, pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire, simplement les actions qui étaient à mener, puis le livrable qui était à me donner à la fin de chaque journée. Donc oui, tout ça, ça a été scénarisé dans mon cours, qui était déposé sur Moodle, là, à travers des supports différents. J'utilisais Rise, qui est un outil d'articulate, là. Parce que comme j'ai la chance d'avoir ma compagnie, bon, j'ai accès à des outils peut-être parfois que d'autres profs n'ont pas. Alors du coup, j'utilise un outil de rapid learning là, pour intégrer ça, puis je le dépose dans Moodle, ce qui me permettait d'avoir une interface un peu plus fluide, mettons, que du Moodle de base. Encore que Moodle peut être très bien si on a des beaux thèmes, enfin, là je m'éloigne, mais oui, en tout cas, oui, la réponse c'est oui, ça a été scénarisé dans une certaine mesure. Je ne sais pas si c'est suffisant que mais on pourrait en discuter là, puis voir un peu comment ça pourrait être une source d'inspiration, sinon même utilisé là dans un projet, là, ce serait avec grand plaisir. Merci. Et pour ce qui est de la référence, il s'agit de Carole Raby. Son modèle, vous pouvez le retrouver là, dans l'hyperlien que Hamid, d'ailleurs, que je remercie, a fourni dans le clavardage. Donc, si vous avez d'autres questions, ne gênez-vous pas. Vous pouvez lever la main, vous pouvez demander la droit de parole ou tout simplement écrire votre question dans le clavardage. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos interrogations. Si je peux me permettre, Martin, le temps que peut-être une question arrive, donc l'ouvrage de Fievez, qui était c'était un des étudiants au doctorat de Carcenti, donc il a beaucoup participé à aussi toute la réflexion sur l'intégration des technologies en éducation. Puis pour moi, la formation à distance, c'est comme la forme la plus globale d'intégration des nouvelles technologies, puisqu'on a tout dématérialisé. Il y a d'autres modèles qui sont intéressants. Il y en a un de Puelber qui dit qu'en fait, quand on fait de l'intégration de nouvelles technologies, on va inéluctablement, on va être perturbé. Donc, il appelle ça la situation de perturbation. Et donc, on doit s'attendre à avoir des malaises, on doit s'attendre à avoir des inconforts. Et puis après, on va développer des stratégies, certaines vont être gagnantes, d'autres pas, pour revenir à une situation qu'il appelle plus stable. Donc, lui, il le voit comme gestion du changement. Rabi le voit en termes d'usage. Donc, d'abord d'usage personnel, puis après d'usage professionnel. Puelber, lui, le voit en termes de changement dans ma personne, ça me bouscule, puis ça me crée de l'insécurité. Donc il y a tout un besoin de support socio-affectif pour les enseignants là ou les professeurs là qui passent dans le numérique, que ce soit dans un auditoire ou que ce soit totalement à distance, qu'il faut combler. Il faut pouvoir soutenir ce socio-affectif là qui se sent vraiment en danger là, et puis trouver des manières pour eux d'être rassurés, accompagnés, tout ça. Bon, c'est sûrement des discours qu'on connaît. Et puis il y a un autre modèle de l'UNESCO qui lui dit qu'il faut former les profs en même temps que les étudiants ou les élèves. Et c'est le seul modèle qui parle des élèves. Et ça, on trouvait ça intéressant dans la mesure où si on forme pas les élèves en même temps que les profs, bon, on va avoir un problème avec les élèves. Et du coup, il explique que le prof est le miroir de l'élève ou que l'élève est le miroir du prof. Donc le modèle de l'UNESCO est vraiment intéressant aussi. C'est qu'il faut prendre les deux groupes de front. Et il y a peut-être un dernier modèle là, qui moi me plaît fortement, qui est pas dans le modèle de Fievez. C'est le modèle d'une dame de Lille qui s'appelle Annie Gézégou
et qui, elle parle de créer de la proximité. Elle fait une petite vidéo de 4 minutes que je vais essayer de vous retrouver avant qu'on parte là pour le mettre là-dedans. Puis elle explique comment on peut diminuer la distance pédagogique. Comment je peux me sentir très loin d'une personne qui est dans la même pièce que moi, puis je peux me sentir très proche d'une personne à distance. Donc, c'est quoi les signaux de présence et comment est-ce qu'on diminue cette distance pédagogique-là pour créer ce qu'elle appelle de la proximité. Puis c'est très tendance aujourd'hui, évidemment, avec tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment intéressant de l'écouter. Il y a 2 vidéos en ligne gratuites là d'Annie Gézégou qui sont vraiment très chaudes. Une de 4 minutes juste pour démystifier un peu le principe, et puis une d'1h30 qui est un séminaire qu'elle donne. Mais elle vulgarise beaucoup, je trouve, et c'est très intéressant aussi à intégrer là si jamais. Bon, ben, on va donner la chance à Émile de trouver la référence parce qu'il nous a fourni la référence du livre d'Aurélien directement dans le clavardage. Nicole aussi fait la publicité un petit peu du prophétique. Je suis d'accord un peu avec ton affirmation concernant le fait qu'il faudrait former les profs en même temps que former les étudiants. En t'écoutant parler, je me disais ce qui serait peut-être intéressant parce que ça serait peut-être pertinent pour l'ensemble des étudiants puis des professeurs à l'université. À la rigueur, ton cours pourrait devenir un MOOC spécifique ou dans lequel les gens pourraient s'inscrire et aller développer leur principal, ces habilités-là, ces compétences-là à l'intérieur du MOOC, ou du moins se sensibiliser à. Mais ça, c'est tout à fait personnel de ma part là, ce que je Oui. propose. Non, c'est sûr. Moi, j'y crois beaucoup là. Ça fait longtemps que je me dis, ben, tiens, dans mon ancien travail, c'est que j'avais beaucoup de demandeurs d'emploi en Belgique. Donc, c'était des personnes qui avaient 35 ans, 45 ans. Puis moi, à l'époque, j'avais 27 ans. Et tu occupes à chercher le lien en même temps. C'est pour ça que j'ai arrêté le partage d'écran. Et du coup, ces personnes-là avaient perdu leur emploi parce que elles n'avaient pas vu venir le numérique. Et puis, du coup, on se retrouvait là avec des personnes qui étaient plus âgées que moi, mais qui étaient quand même avec des formations, soit au collège, soit à l'université, et puis qui malheureusement, bon, elles avaient perdu leur emploi. Et très vite, ça m'a conscientisé sur ces réalités-là, si vous voulez, par rapport à ça. Et je me suis toujours dit, ça restait comme une hantise pour moi de me dire, je pourrais moi aussi perdre mon emploi parce que je suis pas resté à jour, parce que j'ai à un moment donné, bon, j'ai mes compétences, donc je reste dessus parce que la routine s'installe, la vie de famille, tout ça. Et puis un jour, mon employeur m'appelle pour me dire que j'ai perdu mon emploi parce que bon, finalement, je coûte trop cher et puis je suis plus assez innovant. Alors là, je viens de vous mettre le lien d'Annie Gézégou pour la première vidéo et j'essaie de vous trouver la deuxième. Et alors du coup, ça restait comme quelque chose qui est devenu pour moi comme un leitmotiv là, et c'est certainement que ce sera intéressant d'en faire sinon un MOOC. Moi, j'aime bien aussi les SPOC parce que c'est plus petit et c'est des plus petits groupes. Et on peut travailler davantage sur comme dans le modèle Bold avec des groupes de maximum 40 personnes. Donc j'aime bien cette idée-là. Là, je vous mets le deuxième lien d'Annie Gézégou. Les 2 vidéos sont vraiment intéressantes à voir. Mais je suis d'accord avec toi, Martin. Puis si jamais un jour nos agendas se libèrent, ce qui n'est pas toujours évident, là, ça me ferait plaisir d'en jaser, là, c'est sûr. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ta présentation suscitait beaucoup de réactions dans le clavardage. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde apportait de l'eau au moulin pendant que tu faisais tes présentations. C'était vraiment un atelier fort intéressant et une belle participation de l'ensemble des participants que j'invite encore. Nous avons encore une bonne vingtaine de minutes, 19 minutes. On pourrait optimiser le temps puisque tu es là. Ne gênez-vous pas pour poser des questions, toujours de la même façon en levant la main ou encore en posant la question dans le clavardage. Je vous invite aussi à compléter l'évaluation qui vous est proposée. Là, je l'ai glissé dans le clavardage, donc j'ai glissé le lien pour évaluer l'atelier. Et on a une question de Esther. Donc, pour les cours en ligne, l'interaction entre les pairs constitue un défi pour les apprenants. Quelles compétences numériques ou quel outil peut permettre de relever ce défi? Alors, moi, la manière dont je l'ai fait, parce que j'ai vécu plein de situations, donc des situations où c'est le silence total, vous êtes seul dans le désert et puis il n'y a pas grand monde à qui vous répond. Donc, après, bon, vous mettez vos exigences en début de cours en disant que le cours va utiliser une pédagogie participative avec des approches inductives et que donc c'est une nécessité. Bon, après, vous pouvez essayer de l'évaluer, mais même là, c'est pas toujours une évidence. Alors, la manière dont je l'ai mis en place, si vous voulez,
c'est qu'au départ, quand vous divisez, peu importe l'outil, hein, que ce soit Adobe Connect, VIA ou Zoom, là, quand vous divisez les gens en groupes de 3, 4, 5 personnes, et que là, vous leur donnez des travaux, vraiment des tâches pédagogiques à réaliser pendant 20 minutes, à ce moment-là, ils ont comme pas le choix de le faire. Là, vous êtes là, puis vous sautez d'un groupe à l'autre. Donc, comment ça se passe? C'est quoi les questions? Puis là, vous êtes ça demande, en tout cas, à l'identité du professeur en ligne, d'être très dynamique. Aussi d'avoir peut-être beaucoup d'humour pour dédramatiser, puis vraiment d'aller challenger un peu les personnes. Montre-moi un peu, partage-moi ton écran. Tiens, toi, comment tu vois ça? Donc, vraiment d'aller les chercher. Parce que là, vous êtes qu'à 5, là, ils peuvent pas genre ne pas vous parler comme quand vous êtes à 40 ou à plus là. Du coup, c'est sûr que l'atelier, c'est comme une obligation au départ. C'est le seul moyen d'y arriver. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'après, quand vous les ramenez en grand groupe, là, vous demandez une rétroaction de chacun des groupes sur le groupe qui vient d'être présenté. Et là, ce que j'ai fait comme discours, bon, je dis pas que ça marchera tout le temps, et puis je dis pas que ça va être parfait là, mais je leur dis, c'est comme un cadeau que vous donnez à l'autre. Vous donnez une occasion de l'améliorer, vous le jugez pas. Mais si vous me dites juste bravo, c'est super, ça va pas m'aider. Donc dites-moi ce qui a pas bien été, dites-le moi poliment. Et alors je faisais toujours, qu'est-ce qui a bien marché pour vous, simplement, qu'est-ce qui serait quoi le point à améliorer. Mais ils étaient obligés de le faire. Donc chaque groupe avait un bâton de part. Enfin, il y avait une personne qui devait le faire. Puis quand je changeais et quand les travaux de groupe différents, ben, c'était une autre personne qui devait le parler. Donc en faisant ça, j'obligeais un petit peu les groupes à parler. Et puis j'ai donné aussi des grilles d'évaluation. 4 points assez précis là, transversaux. C'était la qualité de la communication. Est-ce que c'était clair? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que, est-ce que, le, est-ce que le propos a été bien présenté? Est-ce que le support de communication a permis d'apporter quelque chose en plus ou pas? Est-ce qu'il avait répondu aux questions? Est-ce qu'il avait toujours une période de questions-réponses quand on a posé une question? Donc il y avait quand même quelques critères qui étaient davantage au niveau de la communication, du support, de la présentation, avec une échelle de 1 à 4, et puis juste une boîte commentaires en disant bon, un point amélioré, puis un point qui était vraiment bon. Ils devaient m'envoyer les fiches. Donc moi, je récoltais les fiches d'observation. Je mettais une cote sur le groupe. Donc ils étaient obligés d'entourer et puis de me mettre le commentaire. Puis ils étaient obligés de lire le commentaire de manière orale parce que je voulais que ça génère une discussion. Donc quand ils lisaient le commentaire oral, le point qu'ils trouvaient à améliorer et le commentaire, généralement, ça générait une discussion. Et alors là, on limitait le silence qu'on peut avoir. Donc c'est comme ça que moi j'ai réussi. On s'entend que sur une période de 3 heures, puis c'est sur salon, donc je préfère faire des périodes parfois d'1h30, 2 fois 1h30. Je faisais des pauses aussi. Je sais pas si vous faites des pauses dans votre classe virtuelle, mais moi je faisais des pauses à toutes les heures, 10 minutes. Donc c'est des choses comme ça qui m'ont aidé à avoir ce côté interactif, si vous voulez. Je vous en prie, Judith. Il y a plusieurs personnes depuis tantôt m'écrivent en privé pour me demander si ce serait possible d'avoir le diaporama en format original. Oui, je vais vous l'envoyer. Je vérifie juste que toutes mes sources sont mises et je vous l'envoie juste après. Excellent. Donc, ce qu'on pourra faire, comme pour le lien pour l'enregistrement, et c'est ce qu'on fait habituellement après chacun des ateliers à chaque fois qu'on fait un atelier du REFAD, on va vous faire parvenir l'hyperlien pour accéder à l'enregistrement ainsi que le document. On vous fera parvenir les 2 documents, soit le PDF et le PowerPoint. C'est ça. Puis si jamais vous voulez jaser, moi aussi, là, sur les réseaux sociaux, là, que ce soit Twitter ou peu importe l'outil, là, ça me fera plaisir de poursuivre la discussion. Bon. D'autres questions? Donc, je rappelle toujours, très important pour nous de procéder à l'évaluation de cet atelier qui était vraiment fort. Je te dirais, ben honnêtement, j'ai adoré ta présentation. Ça me rejoint beaucoup parce que ça vient me chercher dans ce que je fais, moi, dans mon travail comme conseiller pédagogique. Et les résultats de ma veille me permettent justement de faire mon animation auprès de ma communauté enseignante dans mon collège. Donc, ça m'a permis d'ouvrir d'autres horizons que je vais explorer suite à ta présentation. Un gros merci. Moi, je dis un grand merci, si je peux me permettre, juste un grand merci au REFAD, là, parce que chaque année, bon, c'est pas une obligation que je sois là, mais chaque année, je trouve que j'ai la chance là
d'être là. Puis pour moi, c'est une opportunité que me donne le RFA de pouvoir partager, puis d'être visible aussi, on va pas se le cacher. Je trouve ça vraiment une belle opportunité. Puis je trouve ça tellement chouette de pouvoir jaser avec tout le monde, parce que souvent on est dans notre quotidien et puis on n'a pas toujours le choix de valider ce qu'on fait. Là, on n'a pas beaucoup de recul toujours par rapport à ce qu'on fait. Donc un grand merci à tout le monde de participer, au RFA d'être là. Un grand merci à toi, Martin, de m'appuyer là dans cette classe, enfin dans cet atelier-là. En tout cas, c'est super apprécié. C'était mon plaisir, je te dirais. Donc, puisque l'atelier est terminé, ben, à moins que vous ayez des questions, donc on reste disponible pour répondre à vos interrogations. Sinon, je pense qu'on a terminé l'atelier. Puis la seule chose qui me reste à vous dire, ben, c'est pour le prochain rendez-vous, je crois que ça va être dans la première semaine d'avril. Donc, il va y avoir un autre atelier au niveau du REFAD. Je vous invite à venir y participer. Ça permet justement de briser l'isolement chacun de notre côté en bas de confinement. Parfait. Ben,